Il est 20 h à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Ouvrons cette édition avec un éditorial consacré au point de vue de l'Église adventiste sur l'alcool, la foi et la responsabilité. La consommation d'alcool demeure une question qui divise et interpelle notre société. Pour nombreux chrétiens, elle renvoie à une réflexion sur la maîtrise de soi, la santé et la responsabilité envers soi-même et les autres. Au-delà de convictions religieuses, la réalité est bien présente. L'abus de l'alcool peut entraîner des conséquences graves sur la santé, les familles et la vie sociale. La question n'est donc pas seulement de savoir s'il faut boire ou ne pas boire, mais réfléchir au rapport que chacun entretient avec l'alcool. Dans un monde confronté aux dépendances et à leurs conséquences, la sobriété, la discipline personnelle et la responsabilité restent des valeurs essentielles. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le Sénat a déclaré recevable le projet de la loi des finances rectificative de l'exercice 2026 présenté en séance plénière jeudi 9 juillet dernier par le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Muzito. Après les échanges avec les sénateurs, le texte a été transmis à la Commission économie, finances et bonne gouvernance pour un examen approfondi avant son retour en plénière. Ces collectifs budgétaires revus à la baisse par rapport à la loi des finances initiales visent à adopter le budget et l'État aux nouvelles réalités économiques et aux priorités du gouvernement. Suivez. Le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 a été déclaré recevable par le Sénat à l'issue d'un débat jugé constructif entre le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, et les sénateurs lors de la séance plénière tenue ce mardi 7 juillet. Présenté par le vice-premier ministre du Budget, ce collectif budgétaire est équilibré en recettes et en dépenses à 50 295 milliards de francs congolais, correspondant à 21,9 milliards de dollars américains au taux de change de 2290 francs congolais le dollar et enregistre un taux de régression de 7,4% par rapport à son niveau initial de 54 336 milliards de francs congolais, équivalent à 22 milliards de dollars américains au taux de 2467 francs congolais le dollar. Ceci essentiellement à cause de la baisse des ressources extérieures qui ont régressé de 42%. Les recettes propres, par contre, ont augmenté de 6,9%. S'agissant des recettes courantes, elles sont ainsi réévaluées à la hausse, passant de 14,4 milliards à 15,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 739,5 millions de dollars américains. Ces ressources additionnelles seront affectées notamment au financement des salaires, 45 millions de dollars, des transferts et subventions, 87 millions de dollars, des investissements financés sur ressources propres, 162 millions de dollars, ainsi que des dépenses exceptionnelles, 360 millions de dollars. Ces collectifs budgétaires prennent également en compte la première tranche des rebonds de 650 millions de dollars américains pour le financement d'autres projets d'investissement structurant, ainsi qu'une augmentation d'obligations du Trésor d'un import de 308 millions de dollars américains pour financer le déficit. Ainsi, le projet de loi de finances rectificative 2026 contient un budget équilibré en recettes et en dépenses de 21,9 milliards de dollars américains, soit 56 285 milliards de francs congolais. Les principales politiques financées en dépenses portent sur les charges liées à la défense et à la sécurité, ainsi que les infrastructures, particulièrement les aéroports, les routes et les chemins de fer. À ces priorités s'ajoute le programme présidentiel de l'emploi
et de l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que la participation de la RDC à la Coupe du monde de football. À travers cette loi de finances rectificative, le gouvernement entend adapter l'exécution du budget aux réalités économiques actuelles tout en garantissant le financement des charges sociales, des investissements prioritaires et des engagements exceptionnels de l'État. La Banque centrale du Congo a annoncé la mise en circulation dans les prochains jours de billets des banques portant la signature de son nouveau gouverneur André Ouamesso. Cette opération s'inscrit dans le cadre normal de l'émission fiduciaire consécutive au changement intervenu à la tête de la Banque centrale. L'institution rassure que les anciens billets restent valables et continuent d'avoir cours légal sur toute l'étendue du territoire national et peuvent être utilisés normalement dans toutes les transactions. Direction les plans, le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, a échangé mercredi 8 juillet 2026 avec les représentants de la Fédération des entreprises du Congo autour de principaux enjeux du 10e recensement général de la population et l'habitat. Au cœur des discussions, la mobilisation de parties prenantes, l'importance de disposer des données démographiques fiables et l'implication de tous les acteurs pour garantir la réussite de cette opération stratégique pour la planification du développement de la République démocratique du Congo. Dans les secteurs de l'éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, Marie-Thérèse Sombo, annonce l'ouverture des inscriptions pour la 4e édition du Forum du génie scientifique congolais. Cette initiative vise à réunir les innovateurs, inventeurs et chercheurs de la République démocratique du Congo ainsi que de la diaspora autour de la valorisation de travaux scientifiques et des innovations congolaises. Suivez. C'est avec une profonde solennité que j'annonce la tenue du 4e forum du génie scientifique congolais, dont le pré-forum se déroulera en juillet 2026 et le forum proprement dit en août 2026 dans notre capitale Kinshasa. Ce forum est devenu au fil des éditions la grande institution nationale de la science et de l'innovation. Également environnement dans ce journal, la ministre de l'environnement Marie Nyange Ndambo a expliqué la décision d'enfuir la baleine retrouvée échouée sur les côtes de Moanda dans le Congo central. Selon elle, l'absence d'équipement adapté pour assurer la conservation a conduit les autorités à privilégier une solution jugée durable et conforme aux exigences sanitaires. C'était le 7 juillet 2026 à Kinshasa. L'enfouissement de la baleine. Je vous ai dit, la première fois que la RDC a connu cette expérience, d'abord, nous n'avions pas assez d'équipement pour garder la baleine. Et je vous dis, la baleine, j'utilise les termes simples, pourrit très vite. Pourrit plus vite même que l'Indakala, malgré sa masse. Et donc, on ne pouvait pas garder cet animal sans conséquences sur la santé de la communauté de Moanda. Parce que déjà, aussitôt, elle a arrêté de respirer. Quelques temps après, on a commencé à sentir les odeurs. Et je vous dis, dans la baleine, il y a des gaz toxiques. Au point que si vous ne gérez pas bien les restes de la baleine, ça peut vous provoquer des dégâts énormes. Nous sommes un pays où nous avons déjà des problèmes d'Ebola. Nous ne pouvions pas
prendre ces risques-là, surtout que nous n'avions pas de matériel pour directement agir sur l'animal et trouver des solutions. L'unique solution durable, salubre, c'était l'enfouissement. Et c'est comme ça que j'ai dû coordonner moi-même pour être sûr que l'enfouissement a respecté les normes. Un drame s'est produit dans la province du Kasaï, dans le territoire de Luebo. Un jeune homme d'une vingtaine d'années perd la vie le mercredi 8 juillet 2026 après avoir été poignardé lors d'une altercation avec son père biologique. Selon les sources locales, la dispute aurait éclaté au sein du foyer. D'après un témoin membre de la société civile de ces territoires, le père aurait porté un coup de couteau mortel à son fils au cours de cette altercation. La victime est décédée sur place avant que les secours n'interviennent. Les circonstances exactes de ces drames restent encore à déterminer. Une enquête a été ouverte afin d'établir le fait et la responsabilité de cette affaire qui a profondément bouleversé la communauté locale. Parlons santé à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a annoncé jeudi 9 juillet dernier que les provinces de la Chopo et de Owele sont désormais affectées par l'épidémie d'Ebola. La propagation de cette maladie est due au déplacement de personnes infectées vers Kisangani et Wamba. Le ministre a indiqué que l'épidémie demeure dans une phase active dans l'est du pays et appelé au renforcement des mesures de surveillance et de riposte afin de limiter la propagation du virus. Suivez. Vous savez que cette riposte a maintenant 54 jours et je devais m'assurer que tous les objectifs que nous avons fixés sont soit atteints, soit en phase d'être atteints. Et je pense qu'il y a aussi un besoin d'adapter à chaque fois, parce qu'une riposte est dynamique, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent, et on doit pouvoir être là pour pouvoir adapter la riposte au moment utile. Je me suis dit, à presque 2 mois de la riposte, il fallait que je sois là à nouveau pour savoir où est-ce qu'on en est. Ma présence est là pour que tout fonctionne comme il faut. Je pense, et je l'ai dit plusieurs fois, cette riposte est d'abord nationale. C'est vraiment notre pays qui doit lui-même d'abord commencer par agir avant d'avoir le soutien des partenaires que nous apprécions beaucoup et que nous souhaitons bien entendu. Cependant, plusieurs piliers sont engagés dans cette riposte. Il y a le pilier des ressources humaines et c'est ce pilier-là dont vous parlez avec des remous. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a notamment le problème de nous assurer, en tant que responsables, que les listes des personnes que nous avons à payer, ce sont les bonnes listes. Nous devons nous assurer que nous payons ceux qui travaillent. Nous devons nous assurer que ce paiement-là arrive correctement à ces personnes-là. Donc il y a tout un travail qui a été fait et on a eu quelques défis, c'est notamment du changement des listes qui a fait que malheureusement, il y a eu des grognes de certains qui disaient mais moi je ne suis pas payé alors que je travaille. Et d'autres on dit mais où est-ce qu'il travaille alors qu'il est payé. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va régler, mais nous avons des moyens de régler ça. Le premier moyen c'est d'abord de l'organisation elle-même. Nous avons le secrétaire général de la santé qui est à ma gauche, c'est lui qui affecte les gens, c'est lui qui sait qui travaille. Et donc c'est pour cela qu'il est là, pour qu'on s'assure que ceux qui sont affectés, ce sont les personnes du secteur de la santé qui travaillent sous le leadership du secrétaire général. Mais nous avons l'inspecteur général de la santé qui est derrière moi, qui lui contrôle ce qui a été fait pour s'assurer que c'est fait dans les normes. C'est pour ça que j'ai amené et le secrétaire général et l'inspecteur général de la santé. Mais nous avons, au-delà de l'organisation, d'autres moyens qui sont notamment le numérique. C'est-à-dire, nous allons donner une carte de santé à tout le personnel qui travaille. C'est pour ça que nous devons nous assurer du personnel qui travaille. Et cette carte, elle est en même temps une carte de banque
et le paiement se fera donc de manière beaucoup plus fluide. Chacun va recevoir son argent sur sa carte et donc là il n'y a plus d'intermédiaire et donc ce problème sera effectivement réglé. Alors nous sommes encore en phase active, très active même de la maladie, où nous nous rendons compte que le nombre de cas augmente tout le jour. Et cette phase active, on l'attendait presque. Parce que quand vous mobilisez beaucoup de ressources, notamment les relais communautaires qui vont chercher les malades dans la communauté, effectivement, vous allez augmenter le nombre de cas. Mais cette augmentation de nombre de cas nous donne aussi l'information de la réalité qui est dans la communauté. Et ça nous permet en fait d'arriver à dire, ok, maintenant il n'y a plus de malades qui restent dans la communauté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir maintenant un plateau et une décroissance. Ça, c'est l'évolution de l'épidémie normalement. Nous sommes à 54 jours dans une zone très dense où la mobilité est très importante, où d'autres considérations locales peuvent faire que la résistance communautaire est difficile à vaincre. Et dans ces conditions-là, effectivement, le point de pic, pour atteindre le pic, nous ne pouvons pas encore le fixer aujourd'hui. Nous sommes donc encore dans une phase active. Et je voudrais d'ailleurs dire que nous avons vu des malades de l'Ituri entrer, à partir de Nyanya, entrer à Kisangani, et donc dans la Chopo. Et donc, créant ainsi effectivement de fait que la Chopo est concernée désormais par la maladie. C'est la même chose à Wamba. Dans le Haut-Touélé, il y a des malades qui sont entrés là-bas en venant de Nyanya. Effectivement, nous avons eu des cas à Wamba. Et donc, Wamba, nous considérons aussi que Wamba est dans la liste des zones de santé qui sont touchées. Donc, en Ituri, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Au Nord Kivu, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Nous avons maintenant Wamba qui sont aussi concernés du fait de cette mobilité très importante. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouverneur militaire avait déjà pris un arrêté pour surveiller et limiter au maximum, notamment au point d'entrée, au point de contrôle, tous ces mouvements-là. Et c'est pour cela que nous allons voir avec l'ensemble du dispositif de la riposte, ce qu'on appelle nous à Kinshasa la task force, présidée par le président de la République, avec tous les ministres concernés, à quel moment l'aéroport pourra être ouvert de manière générale à tout le monde. Vous savez peut-être que le Sud Kivu a atteint 42 jours sans nouveaux cas, donc je vais annoncer prochainement le retrait du Sud Kivu dans la riposte. Parlons sport avant de nous quitter. La France a validé son billet pour le demi-finale de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant 2-0 face au Maroc. Jeudi 9 juillet dernier, en quart, les Bleus ont fait la différence grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, confirmant leur statut de favori dans la compétition. Avec cette victoire, la sélection française rejoint le dernier carré et affrontera le vainqueur du duel entre l'Espagne et la Belgique pour une place de finale. Voilà, c'est par cette information sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal réalisée par Richard Kapoukou et coordonnée par Rufin Monga. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bon sabbat.